Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Je suis avec Jérémy Ganizat. Si vous suivez Studio Kalita, vous l'avez peut-être déjà entendu sur les ondes. Donc, Jérémy Ganizat, vous êtes expert comptable depuis 6 ans, associé du cabinet Tzadik Friedman Veshut à Tel Aviv. Exactement, rebonjour. Voilà, et donc en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler des différentes formes de sociétés lorsqu'on veut créer un business en Israël et la fiscalité et la responsabilité qui va avec. Voilà. Voilà, alors ça va être assez facile, ça ressemble plus ou moins à ce qui se passe en France. Aujourd'hui, on va parler que des plus courants. Pour créer un business, pour créer une activité, il y a différentes formes de possibilités. Et ça engage d'abord une fiscalité différente et une responsabilité différente. Alors, les différentes formes de sociétés qui existent, elles sont ? Alors, il y a ce qu'on appelle des paramètres au niveau de la TVA quand on ouvre. On peut ouvrir une société, ce qu'on appelle une SARL en France ou une société LTD à responsabilité limitée en Israël. Ça s'appelle comment en hébreu ? Une société Baham. Ok. C'est une Chevra Baham. Elle est inscrite au registre du commerce, donc au Rasham HaChavarot en Israël. C'est bien de donner l'équivalence en hébreu parce que ceux qui nous écoutent ne parlent peut-être pas l'hébreu et parfois ils sont un petit peu perdus. Quand ils entendent les mots. Oui. Alors, le Rasham HaChavarot, c'est le registre du commerce en Israël. Donc, si on est intéressé par ouvrir une société à responsabilité limitée, on doit l'enregistrer au registre du commerce et ensuite on doit l'ouvrir au niveau des institutions fiscales, donc qui sont la TVA, les impôts, pour qu'elles soient actives. La TVA, c'est le MAM en Israël. Les impôts, le Mas Harnasa. Au niveau de la responsabilité, c'est comme en France. C'est une société. Il n'y a pas besoin d'apporter de capital. On est actionnaire, mais on est limité au niveau de ce qu'on appelle le hon atzmi, au niveau du capital, au niveau du capital qui est apporté dans cette société. Et c'est une entité juridique différente de nous. Ça veut dire qu'en cas de problème au niveau de la société, s'il n'y a pas eu de malversation, évidemment, et si nous, on ne doit pas de l'argent à la société, à ce moment-là, en cas de pshitat regel, de faillite, on ne sera pas inquiété au niveau personnel. Sauf si on a signé une caution personnelle à la banque, par exemple. J'allais y venir. Et aujourd'hui, dans les banques, quand vous prenez un crédit, ils ont bien compris l'histoire. Donc, vous signez, dans tous les cas, une garantie personnelle. Donc, effectivement, sauf les endroits où on a une garantie personnelle. Mais dans tous les cas, c'est une entité juridique différente. Ça veut dire également que, en fait, l'argent de la société, ce n'est pas le mien. Il faut que ça passe par le système des impôts. Au niveau de l'imposition d'une société, l'impôt en Israël... Juste pour revenir sur ce point, est-ce qu'on peut négocier avec la banque de ne pas signer cette caution personnelle ? Il faut être très gros. Il faut être très intéressant comme client pour la banque. C'est ça. Il faut qu'ils vérifient le danger pour eux, dans quoi ils se lancent. Il faut être quand même assez important. Chacun qui voudrait ouvrir une société, je ne pense pas que on peut négocier avec eux, mais je pense que ce sera refusé. Donc sachez que même si vous... Mais c'est bien et très important de le redire, si vous ouvrez une société Baham, donc comme une SARL, mais que vous êtes caution personnelle à la banque sur vos crédits ou autres, eh bien vous devrez à titre personnel cet argent. Et croyez-moi, ils ne vous lâcheront pas. Voilà. C'est important de le dire. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas de vécu derrière ça. Non, aucun vécu, mais on entend un peu tout ce qui se passe. Non, effectivement. Donc, de toute façon, quand on ouvre une société, il y a toujours un risque personnel. Encore une fois, dans une société à responsabilité limitée, le risque est limité. En règle générale, c'est une structure qui coûte un peu plus cher que d'autres structures qui seraient plus simples, mais ça permet d'avoir cette responsabilité. Et au niveau des impôts, les impôts donc, jusqu'à l'année 2016 étaient déclarés à 25%. Et donc là, ils sont censés... Ça veut dire quoi, déclarer à 25%? Ça veut dire que l'impôt de la société, vous avez... à la fin de l'année, vous faites les pertes et profits de la société. Et l'impôt société est à 25%. Il est censé diminuer l'année prochaine à 24% pour 25% du chiffre de votre chiffre d'affaires ou du bénéfice? Non, du bénéfice. C'est pour ça qu'on fait perte et profit. Avec la ligne bénéfice,
On a un impôt société. C'est comme en France, ça. Si on était imposé sur le chiffre d'affaires à 25%, je pense que toutes les sociétés seraient en faillite. Mais voilà, donc aujourd'hui, il est à 25% et il est censé diminuer jusqu'à arriver à 23%. Ok. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est pour que l'argent arrive jusqu'à notre poche, il faut faire déclaration, une distribution de dividendes. D'accord. Et à ce moment-là, les dividendes sont soumis à 30%. Là, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à distribuer des dividendes, jusqu'en septembre, on peut distribuer à 25%. Il y a une fenêtre qui a été donnée pour payer un peu moins. Mais voilà, c'est l'imposition pour que ça arrive jusqu'à la poche des actionnaires, enfin, en tout cas des patrons de société. Les différentes structures, les autres structures qui existent, c'est ce qu'on appelle une société en nom propre. Une société en nom propre, il y a deux formes de sociétés. En hébreu, ça donne un Esek Patour ou un Esek Mourché. Ok. Donc, en fait, c'est d'ouvrir en tant que Hatzmaï. C'est indépendant. Voilà, en tant qu'indépendant, donc c'est en nom propre. Là, à ce moment-là, on n'a pas de protection au niveau de la responsabilité et on est imposé sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt progressif. Donc, en règle générale, on peut les calculs d'impôts sont plus faciles parce que c'est comme si, en fait, au niveau du bénéfice, c'est comme si vous aviez une fiche de paye et vous payez le Bitoach Leumi et la sécurité sociale et donc les impôts sur votre revenu. Alors, ensuite, l'argent est à vous. Et là, pour le coup, la structure est plus simple, donc coûte moins cher. Coûte moins cher au quotidien, en gestion au quotidien, coûte moins cher. On paye moins cher son expert comptable, j'imagine. Exactement, on paye moins cher sa comptabilité puisqu'on n'est pas soumis à une comptabilité double dans la plupart des cas. On n'est pas soumis à une comptabilité double, on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable, donc on n'a pas besoin de faire un audit puisque contrairement à la France, chaque société SARL est obligée de faire un audit. Et donc doit avoir un expert comptable. Mais là, donc là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. À la fin de l'année, il faut juste faire une déclaration personnelle. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise qui galèrent un peu, qui ont un Esek Mourché, on va dire. Moi, je m'adresse à eux parce qu'il doit sûrement y en avoir. Ils ne sont pas obligés d'avoir un expert comptable. Un réflexe que tout francophone qui arrive en Israël, la première chose qu'il fait quand il monte une structure, même si c'est une structure Mourché, donc pas Baham. On n'est pas obligé d'avoir un expert comptable. Il vaut mieux être accompagné. Quand même. Pas forcément d'un expert comptable. Là, je fais la promotion d'autres professions par un Menel Cheshbonot ou par un Yoetz Mas, par un conseiller fiscal. Ça suffit. Ça suffit et ils peuvent même le Menel Cheshbonot non, enfin c'est-à-dire le comptable non, ne peut pas représenter la personne au niveau des impôts, mais un conseiller fiscal peut représenter aussi la personne au niveau des impôts. Il vaut quand même mieux être accompagné puisque au niveau d'un Esek Mourché, donc c'est la première structure, on doit quand même faire des déclarations au niveau de la TVA tous les mois ou tous les 2 mois, donc vaut mieux. des déclarations au niveau des impôts sur les acomptes tous les mois ou tous les 2 mois, et au Bitoach Leumi si on a des employés. Maintenant, c'est en règle générale la décision de savoir si on va ouvrir en tant que Hatzmaï, en tant qu'indépendant ou en tant que société, c'est souvent une question fiscale. Ça veut dire où on gagne le plus. Ça veut dire à partir d'un certain chiffre d'affaires, il vaut mieux payer une structure un peu plus lourde et ouvrir une société. Quel est le chiffre ? En règle générale, il varie entre, on va dire, 30 et 40 000 shekels de chiffre d'affaires par mois. Okay. Donc à ce moment-là, il vaut mieux se poser la question de savoir est-ce que c'est pas plus rentable pour moi au niveau fiscal d'ouvrir une société, puisqu'il y a plus quand même de flexibilité au niveau de la société, au niveau des impôts. Il faut savoir qu'il y a des structures, mais bon là on rentre dans les cas particuliers, il y a des structures où les impôts imposent la structure. Donc par exemple, une société qui aurait des stocks, on ne parle pas d'un tout petit stock, on parle de stocks importants, ne peuvent pas ouvrir en tant qu'indépendants, ils sont obligés d'ouvrir en tant que société. Voilà, mais bon, ça, encore une fois, c'est rentrer vraiment dans le détail de l'activité. Alors, on a parlé brièvement de l'Esek Mourché. Alors, vous avez parlé d'un autre statut pour les indépendants, l'Esek Patour. Voilà, j'allais y venir. Un Esek Patour, ça, c'est vraiment pour une activité qui est beaucoup plus petite. C'est un paramètre au niveau du MAM, de la TVA. Un Esek Patour, il a un chiffre d'affaires limité. Ça veut dire quoi d'abord ? C'est quoi la différence entre Mourché et Patour ? Un Esek Mourché, il est soumis à la TVA. Ça veut dire qu'il doit encaisser la TVA
et la repayer. Et sur ses achats, il peut demander un retour de TVA. Donc ça, c'est un ESSEC Mourché. Un ESSEC Patour, il n'a pas le droit de demander un retour de TVA, c'est-à-dire il est patour de TVA et il n'est pas soumis, il ne demande pas à ses clients de payer la TVA. C'est-à-dire que lorsqu'il Voilà. facture, il facture net. Quoi, Voilà, ce qui- c'est ses prestations. Voilà. Il ne doit pas Il y a rajouter de la TVA. D'accord. En règle générale, on parle de... ce qui est intéressant, les professions qui sont intéressantes dans un ESSEC Patour, c'est souvent des professions où on a affaire directement à un particulier. C'est-à-dire Et donc, où le particulier, par exemple, pour les femmes esthéticiennes ou coiffeurs, c'est plus facile puisque le prix d'une coupe de cheveux, ça reste le même. Et donc, quand on est en ESSEC Mourché, sur ce prix-là, on doit payer la TVA, alors que quand on est en ESSEC Patour, on ne doit pas payer la TVA. Il y a des listes des professions Oui. qui n'ont pas le droit d'être Oui. en ESSEC Patour. Oui. Par exemple. Les professions de service, un psychologue, Mhm. par exemple, ou souvent les prestataires de services, un expert comptable, par exemple, ou un comptable. Ils n'ont pas le droit d'être en ESSEC Patour. Il y a une autre limitation au niveau du ESSEC Patour, c'est le chiffre d'affaires. Ok. Le chiffre d'affaires doit être en dessous, sur l'année, de 100 000 shekels. On peut être ESSEC Patour jusqu'à 100 000 shekels. À partir du moment où on dépasse, même si c'est au milieu de l'année, à ce moment-là, sur les 100 000 et au-dessus, et plus au nord, on devra payer la TVA. Alors, brièvement, pour terminer, j'aimerais parler de ceux qui ont justement un petit ESSEC, ESSEC Patour, par exemple, ou Mourché, mais enfin, en général, plutôt Patour, et qui aussi sont salariés. Ça arrive ? Oui. Ils ont le droit ? Il n'y a aucun problème. Ils ont le droit, et à partir du moment où l'endroit où ils sont salariés ne leur impose pas, par leur contrat de travail, une limitation. D'accord, mais au niveau de leur déclaration, de leur imposition, ça se passe comment ? Ils doivent faire une démarche particulière ? Alors, au niveau de leur déclaration, d'abord, à partir du moment où on ouvre un ESSEC, donc une activité en Israël, que ce soit une société ou que ce soit en tant qu'indépendant, on est obligé de faire un bilan personnel en fin d'année. Ce qui n'est pas le cas quand on est uniquement quand on est que salarié. C'est-à-dire, je sais qu'en France, tout le monde est soumis au bilan annuel à la fin de En Israël, l'année. ce n'est pas le cas. En Israël, les salariés ne sont pas soumis à un bilan annuel, sauf s'ils gagnent une certaine somme qui est annuelle, plus de 600 000 euros. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais à ce moment-là... Donc, ils n'ont pas de déclaration d'impôt, on va dire. Ils n'ont pas de salariés. déclaration d'impôt parce qu'en fait, la déclaration est faite par À les la source. entreprises. Et Le prélevé à la prélèvement source. d'impôt est prélevé à la source. Juste en ouvrant une parenthèse, si les personnes font des dons qui sont reconnus par les impôts, oui, il y a un intérêt de faire une déclaration pour avoir un retour d'impôt. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a des cas où c'est intéressant pour avoir un retour d'impôt. Mais sinon, un salarié n'est pas obligé de faire une déclaration d'impôt. À partir du moment où on ouvre un ESSEC, on va être d'abord soumis à une déclaration d'impôt chaque année. On peut être salarié et avoir un ESSEC. Donc, il y aura 2 lignes à remplir dans la déclaration annuelle. Et ce qui est important de voir, c'est de prendre conseil pour le calcul des acomptes d'impôts à payer dans l'année. Puisque, en fait, les revenus se cumulent. Donc, il faut voir sur quelle base d'impôt on part, puisque l'impôt, encore une fois, comme en France, l'impôt en Israël, au niveau particulier, est progressif. Donc, on doit savoir sur quelle marge fiscale, en fait, on se trouve. Il y a un dernier petit point que j'aimerais préciser. À partir du moment où on ouvre, et là, encore une fois, peu importe la structure, la première année, on va devoir faire une déclaration de patrimoine. C'est-à-dire automatiquement... Ça s'appelle comment en hébreu ? Une hatzaraton. Ok. Donc, on devra faire une déclaration de patrimoine. Et ensuite, on n'est pas soumis à la déclaration de patrimoine tous les ans, mais c'est de manière randomalite, akraïte... Aléatoire, exactement, excusez-moi. Donc, en fait, de manière aléatoire, les impôts demanderont de refaire une déclaration de patrimoine de temps en temps, que ce soit au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans ou 10 ans, peu importe. Et à ce moment-là, il faut expliquer par rapport à ce qu'on a déclaré dans la première et dans la deuxième, le changement de patrimoine par rapport aux revenus qui ont été déclarés.
Bon, très bien. Ça, c'est pas du tout. Ça n'existe pas en France, ça, la déclaration de patrimoine. Enfin, en tout cas, pas pour tout à Pas chacun. pour tout le monde. Non. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est pour vérifier que à Qu'on partir n'a du moment, pas, voilà, gagner des sous sans les Sans les déclarer sans à les l'administration déclarer. fiscale israélienne. Exactement. Ça n'existe pas, enfin, personne ne fait ça. Exactement. On est en Israël, c'est une mitzvah de payer ses impôts. Voilà, on va finir sur cette note très optimiste en vous souhaitant tous de payer beaucoup d'impôts. Amen. Voilà, ça voudrait dire que vous avez gagné beaucoup d'argent. En tout cas, merci d'être venu. Et Avec on se plaisir. retrouve prochainement pour une prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.